Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler du Thunder d'OKC qui écrase la concurrence des Blazers de Portland où Deni Avdija réalise une saison exemplaire et de Keyonte George, le meneur du Jazz d'Utah qui semble avoir passé un palier important. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille sans tarder. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on commence habituellement le podcast avec la partie actu. Si tu veux bien, on va passer directement à cette partie parce qu'on a un programme assez chargé, notamment pour le premier sujet concernant le Thunder. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je voulais quand même parler du match d'hier soir entre Orlando et les Knicks où Franz Wagner s'est blessé à la jambe gauche. Il a quitté le Madison Square Garden avec des béquilles. On devrait en savoir plus sur son indisponibilité dans les prochaines heures. Peut-être que demain matin, d'ailleurs, enfin le mardi matin, quand vous écouterez le podcast, il y aura peut-être des news concernant son indisponibilité. Là, pour l'instant, on ne sait pas quand on enregistre ce podcast. Alors, c'est un peu comme la saison passée, Charlie. Le Magic semble ne jamais être en mesure de fonctionner à plein régime. Il y a Paolo Banchero qui vient à peine de revenir de blessure, que c'est au tour de Franz de rejoindre l'infirmerie. Orlando a pourtant besoin d'avoir son effectif au complet, on le sait, pour bâtir les automatismes nécessaires d'ici le printemps. Bon, après, il n'y a pas non plus péril en la demeure. Cette équipe a encore à 2-3 ans devant elle pour construire et se faire corps, mais c'est dommage. C'est dommage. Le Orlando, ils sont toujours à dealer avec des blessures. C'est assez affolant. Ouais, moi je suis un peu dégoûté, je t'avoue, déjà parce que je trouve que les images sont un peu flippantes. Ouais, j'ai pas aimé non plus. Ouais. Ça me semble pas impossible que la blessure soit assez grave. Et ouais, je suis dégoûté parce que moi, cette équipe d'Orlando, j'en attendais beaucoup cette saison et forcément, pour le moment, la déception est énorme. D'abord parce qu'ils ont vraiment mis du temps à se mettre en route, que dans le jeu, c'était pas terrible du tout. Ensuite, parce que une nouvelle fois, comme tu l'as dit, exactement comme la saison dernière, les blessures sont en train de venir tout pourrir quand ça a commencé à devenir un peu mieux. Et Franz Wagner, il était en train de faire une vraiment belle saison, donc ouais, ça fait un peu chier cette blessure, et j'espère que, contrairement à ce que laissent penser les images, ça sera moins grave qu'attendu. Ouais. Mais bon, je suis pas très optimiste malheureusement. Ouais, j'avais très très hâte de voir Paolo Banchero revenir dans cet effectif, vu comment ça tournait, vu comment c'était en train enfin de prendre forme, avec Anthony Black qui tourne à plein régime, Desmond Bane qui semble avoir trouvé ses marques. J'ai pas compris Desmond Bane. Ouais, s'il peut trouver ses neurones, ce serait pas plus Ouais, mal. voilà, ouais. Pourquoi il a pas lancé le ballon sur Giannunobi, hein. Le mec est complètement frappé. C'est des trucs que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a insulté tes parents ou quoi? C'est un peu bizarre, ouais. Mais ouais, je sais pas. Allez, cette équipe d'Orlando, ouais, j'avais tellement hâte de voir Banchero. Parce que la grande question, on en a déjà parlé récemment dans le podcast, la grande question, c'est est-ce que la paire Wagner-Banchero peut fonctionner et comment ça peut fonctionner? Est-ce qu'ils vont être en mesure de résoudre cette équation? Et c'est chiant parce on voit jamais le truc, quoi. C'est un peu frustrant ces 2 dernières saisons là. Ouais, c'est carrément frustrant même. Et ouais, au-delà de la paire Wagner-Banchero, moi j'avais assez hâte de voir ce que peut donner ce 5 qui fait quand même rêver beaucoup de fans du Magic. Ouais. Donc ouais, je suis un peu dépité. Ouais. Et puis rêver des fans du Magic, ça fait aussi rêver l'expert comptable d'Orlando qui sait très bien qu'il va falloir compter sur cet effectif au moins pendant un petit moment, quoi. Ouais, Donc, ouais, bah oui, c'est ça. Il peut plus faire grand chose maintenant, donc ouais, on verra bien. Il y a James Harden qui a dépassé Carmelo Anthony sur la liste des meilleurs scoreurs de l'histoire. Il pointe désormais en 10e position. Les Clippers sont à la recherche de bonnes nouvelles là où elles sont, donc forcément ils en ont fait tout un. Enfin, non, c'est bien de rendre hommage et de payer les honneurs à un joueur de ton effectif, c'est tout à fait normal. Voilà, James Harden, parcours assez atypique quand même, celui de James Harden, passé de 6e homme de l'année au Thunder à superstar incontesté à Houston, mais aussi un joueur qui a ses faiblesses, notamment en playoff, on en a beaucoup parlé. Tout le monde le sait maintenant désormais. Enfin, je pense qu'il n'y a plus d'arguments à avoir concernant James Harden et sa capacité à arriver un peu trop short en playoff. Mais ça reste un joueur absolument fascinant quand même, James Harden. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un joueur, je pense que le jour où il raccroche les baskets et où il prend sa retraite, c'est quand même un gars qui pendant, je sais pas moi, combien de temps ça a duré cette histoire, sur 3 ans à peu près. Pendant 3 ans, ce mec marchait sur l'eau, quoi. C'était quand même terrible.
les saisons régulières qu'il nous faisait, c'était quand même un truc de fou furieux, quoi. Il nous a quand même fini une saison régulière à 36 points de moyenne, le mec. C'est moi, pour moi, Harden, c'est un des mecs les plus doués offensivement qu'on ait vu, Ouais. en tout cas de moi, ma génération, mais même je pense plus globalement dans l'histoire de la ligue. C'est un créateur sans pareil. C'est un scoreur absolument hallucinant. Alors oui, il a un jeu qui a pu agacer certaines personnes, etc. Mais enfin, on parle vraiment d'un type qui a fait des saisons hors normes. Et c'est vrai que moi, il m'a souvent frustré en playoff. Mais mais quelle carrière de fou, quoi, qu'on le veuille ou non. Hein. De toute façon, Mmh. être dans le top 10 des scoreurs all-time, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et effectivement, si demain je dois choisir un mec pour scorer entre Carmelo Anthony ou James Harden, je pense que je prendrais James Harden. James Harden a été pris assez haut dans la draft, donc on va dire que les espoirs étaient là. Après, je pense que Mais une garantie, hein. oui, voilà, je pense que personne ne s'attendait à ce que James Harden, d'ailleurs c'est ce qu'il explique un peu dans le message qu'il a posté sur les réseaux, personne s'attendait à ce que James Harden fasse cette carrière, qu'il devienne ce joueur-là, et son fameux step back à 3 points, le steer le mouvement du chef dans sa marmite, là, steer the pot, voilà, c'est devenu des images iconiques de l'histoire de la ligue. The Beard, sa barbe, son style, tout, en fait, c'est devenu un phénomène culturel, James Harden, pendant un temps. Il y en a qui ne juraient que par lui, qui étaient Ouais, tout à fait. complètement fanatiques de son jeu et qui étaient persuadés qu'il allait percer ce plafond où le gars il était déjà complètement surréaliste sur le terrain. Son step back à 3 points, ça reste quand même un des moves les plus tarés de l'histoire de la ligue, quoi. Ouais, tout à fait. Non, non, mais effectivement, hein, tu l'as dit, c'était devenu, c'est une marque déposée, quoi. C'est la barbe, Ouais. c'est James Harden, et c'est vraiment un mec qui a marqué sa génération. Ça, c'est sans aucun doute. Ouais, lui et Mac D'Antoni, Dieu sait que j'étais vénère quand il a quitté le Thunder. J'étais dégoûté que Sam Presti le transfère pour un pot de chambre. Et si, le pick de draft, je crois que le pick de draft c'est devenu Steven Adams. Il y avait Kevin Martin. Bon, Kevin Martin à l'époque, il était pas mauvais, mais Non, mais quand tu vois le joueur qui est devenu le James Jeremy Harden, Lamb. Oui, voilà. après, est-ce qu'il serait, voilà, c'est un peu le sens C'est de la son question. message aussi, c'est est-ce qu'il serait devenu ce joueur-là s'il n'était pas parti pour Houston? C'est une question qu'on peut se poser. C'est un des plus gros what if. Il y a eu aussi là les articles qui sont sortis comme quoi James Harden. LeBron James avait, pendant les JO de Londres en 2012, essayé de convaincre James Harden qu'il fallait bien partir. Oui, tout à fait. Il faut que tu te casses d'OKC. Il faut que tu joues dans ton équipe. Tu es assez doué pour le faire. Pour essayer de casser cette dynastie potentielle du Thunder. Sacré LeBron. Non, mais effectivement, l'association avec Mike D'Antoni sur le banc a créé un moment, un espèce de Ouais. monstre offensif complètement délirant. Et voilà, on sait jamais quel joueur aurait été James Harden sans cette rencontre-là, tu vois, sans cette association-là. Ouais, la théorie des 3 points est un régime fait de 3 points et de lancers francs. Et lui, il était un espèce de dieu, de demi-dieu pour réussir cette combinaison. Il n'y a personne qui arrivait dans les règles telles qu'elles étaient établies à l'époque. Et d'ailleurs, on peut dire, je sais pas, moi j'ai l'impression que les règles NBA ont un peu évolué aussi à cause de James Harden à un Ah moment ouais, donné. ouais, il fait partie des joueurs qui ont... Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Il a contraint la ligue de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de faire comme on fait ou on change un peu les choses? Parce que Tu vois, sa saison, la saison où il tourne à 36 points par match, là, en 2018-2019, il ouais. prend 13 tirs à 3 points par match et il tire 11 lancers francs par match. Ouais. Non, mais en Quel termes de ogre, volume, c'était un c'était ogre. irréel. C'était irréel. C'était irréel. C'est quand même un joueur. C'est quand même un joueur de dingue, James Harden. C'est pas du tout un joueur que je porte dans mon cœur parce que j'aimais pas ce style de jeu. J'étais pas fan de ce style, mais je comprends qu'on ait pu trouver ce joueur absolument fascinant et tomber amoureux de son jeu, de son histoire, de l'équipe, de ce qu'ont fait les Rockets à ce moment-là. Je pense que si tu étais fan des Rockets, tu avais vraiment cet espoir qu'ils parviennent
enfin, c'est quand même une équipe. Cette équipe avec Chris Paul, j'adore. Je suis un disque rayé sur cette équipe, mais cette équipe avec Chris Paul était quand même à 2 doigts de battre une équipe des Warriors qui était All-time. absolument injouable. Ouais, complètement all-time. Ouais. Je veux dire, t'as Klay Thompson, Draymond Green, Kevin Durant et Stephen Curry dans la même équipe, et ils sont passés à 2 doigts de sortir cette équipe, quoi. C'est Et quand oui. même assez. Je pense que dans la carrière de James Harden, c'est quand même un des plus gros, un des meilleurs résultats de sa carrière, quoi. C'est pas Oui, rien, je trouve. oui, Moi, mais je trouve ils avaient. ça absolument fascinant qu'ils aient été aussi proches de battre cette équipe, quoi. Je suis d'accord, mais s'ils les avaient battus, les discours sur la carrière de James Harden seraient très différents d'ailleurs. C'est Ça sûr. aurait énormément changé. Non, mais voilà, c'est vraiment un joueur marquant. En plus, c'est un gaucher. Ouais. Tu vois, voilà, vraiment, il y a une forme de magie offensive chez ce mec qui est très très loin d'être banal ou anodine. Ouais, complètement, ouais. Et puis après, voilà, il y a James Harden le fait tard, le mec critiqué pour son poids, pour son régime, pour bouder, pour vouloir se barrer des équipes qui vont pas, qui collent pas. Là, par exemple, les Clippers, je pense pas qu'il va demander à partir. Je pense qu'il est bien à Los Angeles parce qu'il apprécie la vie à Los Angeles. Je pense pas qu'aujourd'hui, James Harden, je pense qu'il en a terminé à demander des transferts. Tu penses pas? Je sais pas, mais je trouve ça très drôle que tu passes de c'est un fêtard à il aime la vie à Los Angeles. Je pense effectivement qu'il y a un lien. Mais oui, oui, j'espère effectivement. Enfin, j'espère. Je sais pas s'il faut l'espérer parce que quand on voit le marasme des Clippers actuels, est-ce que vraiment, si on aime James Harden, il faut lui souhaiter de finir là-bas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'un peu de stabilité dans sa fin de carrière, ça ferait pas Hmm. de mal. Puis c'est sa ville d'origine, donc je pense qu'il est à la maison. Je pense il y a la famille et tout ça, donc je pense pas que demain il va vouloir partir, mais c'est un vrai changement quelque part, Ouais, parce que après, en ce moment, avoir toute ta famille à Los Angeles, c'est pas une garantie que tu restes aux Clippers, malheureusement. Hein. Peut-être qu'ils vont le trader. c'est sûr et certain. On va parler du Thunder de Casey qui ne se bat pas contre le reste de la NBA, Non. mais pour une place dans le livre d'histoire de la Ligue. Malgré l'absence prolongée de Jalen Williams en début de saison, le Thunder s'est rapidement imposé comme une des équipes les plus dominantes jamais vues. Encore, leur bilan de 23 victoires pour une défaite. Et cette défaite, c'était 2 points concédés dans un match contre Portland où ils menaient de 20 points avant de cafouiller une fin de rencontre où il n'y avait ni Alex Caruso, ni Chet Holmgren, ni Jalen Williams, donc, laisse entrevoir la possibilité de réaliser la meilleure saison de l'histoire. C'est ce que disent les projections pour l'instant. Hein. Beaucoup disent que voilà, ça va battre les Bulls de 96 et leurs 72 victoires, les Warriors de 2016 et leurs 73 victoires et 9 défaites. Truc de déglingo quand ils pensent. Mais ils n'ont pas eu le titre. Eh oui. Voilà. Voilà. Les champions en titre, parce qu'ils sont champions en titre, ces coquins là, pratiquent un basket sans pitié, porté par une défense de fer qui ne semble ne pas souffrir de l'absence de ses cadres, la progression naturelle des joueurs qui composent l'effectif, à laquelle on pouvait s'attendre. Toi et moi, on en avait déjà parlé. On avait d'ailleurs prédit ça dès le titre de Casey. On avait dit, ils sont tellement jeunes, tous ces joueurs-là, que l'année prochaine, non seulement on va avoir un capital confiance au-dessus du niveau de la mer, mais en plus, ils vont avoir c'est leur évolution naturelle qui va en faire une équipe encore plus cauchemardesque qu'est-ce qu'elle est déjà, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe. Euh, Tu vois, t'as Kayson Wallace, Isaiah Joe, Aaron Wiggins ou le surprenant AJ Mitchell. Ça donne à Marc Desno une profondeur de banc hallucinante pour traverser la saison régulière à un rythme impitoyable. Parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que l'arme capitale aujourd'hui pour toutes les équipes qui prétendent au titre, c'est la profondeur de banc. Et OKC, ils ont tout à fait ça. Et puis, tu as forcément Shai Gilgeous-Alexander, le MVP en titre, lui, qui a encore franchi un palier et tutoie des légendes comme Michael Jordan et Stephen Curry dans sa production soir après soir. Il est devenu une machine offensive que rien ni personne ne semble en mesure de contrarier. Les défenses adverses ont beau mettre tout en œuvre, et je dis bien tout en œuvre. C'est ça qu'il faut imaginer, c'est que quand OKC entame une rencontre, il y a un scouting report sur SGA pour dire voilà comment on va essayer d'arrêter ce gars-là. Et ils n'y parviennent pas. Shai Gilgeous punit chacune d'entre elles, les défenses, tous les soirs, encore et encore et encore et encore. Après une saison passée en 68 victoires, les prévisions laissent entrevoir la possibilité d'un record au-delà de la barre des 73 d'ici avril prochain.
Personne ne sera surpris, j'ai envie de te dire, le moins du monde, par cette domination outrageuse qui semble se dérouler dans une normalité presque dérangeante. Et c'est pour ça que je voulais en parler ce soir, Charlie. Comment tu perçois cette saison du Thunder? Franchement, je sais même pas ce qui est le plus impressionnant avec cette équipe, entre l'impression visuelle qui dégage, la domination totale dont ils font preuve, alors que, comme tu l'as dit, ils ont pas été préservés par les blessures. Le fait que leur rotation s'est encore élargie cette saison. Bon, la comparaison avec les Warriors de 2015-2016, c'est logique, hein, c'est la même impression de domination totale. Alors bon, les Warriors étaient restés invaincus un peu plus longtemps, mais c'est anecdotique et c'est fou. En fait, la défense est tellement folle, l'écart qu'ils mettent au deuxième au classement du defensive rating est insensé. Leur attaque, moi j'ai la sensation qu'elle a progressé par rapport à la saison dernière. C'est même pas qu'une sensation, d'ailleurs, elle a progressé par rapport à la saison dernière. Et encore une fois, alors que la deuxième option offensive de cette équipe n'a joué que 5 matchs et n'est même pas encore en pleine possession de ses moyens. En fait, je trouve ça fou de voir systématiquement tout le monde répondre présent. À chaque fois qu'un joueur prend de l'importance dans la rotation parce qu'il y a des blessés, bah il fait le boulot. Là, tu vois, ils ont joué contre Utah. Alors ok, c'est que Utah, mais il y avait 7 noms sur l'injury report. Ils jouent ce match sans Shai Gilgeous, sans Lou Dort, sans Caruso, sans Hartenstein, sans Isaiah Joe. Bah, aucun problème. T'as Kenrich Williams qui a pas beaucoup joué cette saison qui sort et qui te sort un truc. Mais oui, Jalen Williams et Chet Holmgren te mettent 50 points eux deux. Le banc a mis tous ses shoots extérieurs. Enfin, c'est terrible. La défense reste injouable. Il y a 30 points d'écart. Est-ce que t'imagines le niveau de frustration pour leurs adversaires? En fait, la rotation est trop complète. Ils ont trop de très bons joueurs. Et quand ils seront au complet, ça sera encore pire. Mais honnêtement, moi, de temps en temps, quand je regarde les matchs, je me mets à la place de leurs adversaires. Tu vois les titulaires sortir, souffler un coup, tu te dis allez ouf, c'est le moment de mettre un petit run pour essayer d'espérer quelque chose. Et là tu vois rentrer Caruso, AJ Mitchell, Wallace ou Hartenstein, Aaron Wiggins, Isaiah Joe, Kenrich Williams. C'est c'est terrible. Moi, depuis que je suis la NBA, je pense que c'est la rotation la plus étoffée que j'ai vue de ma vie. Et si Denio a son effectif au complet et qu'il le veut en playoff, il peut avoir une rotation à 10, 11, 12 joueurs sans aucun problème. Mais comment est-ce que tu gères ça? Je trouve ça fou. Alors, je sais que certains les trouvent chiants, je sais que certains n'apprécient pas leur jeu. Moi, franchement, cette équipe, elle me fascine. L'intensité défensive qu'ils mettent, c'est fou, quel que soit l'effectif disponible. Enfin, en fait, je crois pas avoir déjà vu ça depuis que je suis la NBA. Et je parle même pas du bilan, hein, je parle de la défense, je parle de cette mentalité de crève la dalle qu'ils arrivent à maintenir malgré leur statut de champion en titre, comme tu l'as dit. On sent vraiment qu'on est face à une équipe qui veut instaurer une domination concrète sur plus d'une saison. Et moi, je trouve que ça fait un peu plaisir à voir. En plus, on est quand même dans une ligue où on se plaint souvent en saison régulière de voir le manque de défense. Ben, on peut pas, dans la foulée, reprocher à OKC de jouer comme ça. Et ouais, Shai Gilgeous-Alexander, mais quel joueur, franchement, quelle maîtrise de son jeu, quel joueur incroyable c'est. Alors oui, il va beaucoup sur la ligne des lancers francs, mais le réduire à ça, c'est vraiment une erreur. Enfin, voilà, il y a que des choses impressionnantes dans cette équipe. La gestion de Denio, elle est incroyable. Alors oui, c'est plus facile quand tu plies la majorité de tes matchs en 3/4 temps. Oui, c'est plus facile quand ton front office est tellement compétent que tous les joueurs qui prennent sont capables de s'inscrire dans la dynamique collective. Mais le travail tactique et les rotations de Denio, elles sont tout à fait à la hauteur de cet effectif. Franchement, moi, je trouve que c'est l'équipe la plus impressionnante que je vois depuis que je suis la NBA. Alors oui, j'ai vu les Warriors de 2015-2016, mais je trouve que c'est différent. Je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais en fait, je trouve que cette équipe-là d'OKC, moi, elle m'impressionne plus par la largeur de sa rotation, par l'intensité défensive qu'ils mettent, par l'état d'esprit qu'il y a dans cet effectif. En fait, j'ai moins l'impression, tu vois, les Warriors, j'avais l'impression de voir un truc extraordinaire, mais pas quelque chose, pas une base sur laquelle on peut s'appuyer, tu vois, pour construire pour des années et des années. Là, ce que montre OKC depuis 2 ans, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose sur lequel ils peuvent s'appuyer pour dominer plusieurs saisons. Oui, je comprends ce que tu dis, ouais. Après, il y a un peu de ça dans la saison du Thunder. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça soulève les foules, alors qu'effectivement, leur domination est absolument écrasante. En fait, c'est comme s'ils avaient cassé le jeu, quoi.
un Ouais, mais il petit y a peu. aussi le fait que OKC. la défense, ça soulève moins les foules que, tu vois, Mais je sais pas, une action offensive incroyable de Steph Curry, par exemple. je sais pas si je sais pas si je suis d'accord avec ça dans le sens où les Bulls de 96 par exemple, tu avais énormément de défense, mais tu avais aussi un jeu extrêmement léché derrière, mais tu avais une domination défensive qui était là. Alors c'était une autre époque, c'était un autre basket, c'est difficilement comparable avec ce qui se passe aujourd'hui. En fait, moi, j'ai tellement l'impression, si tu veux, que aujourd'hui, la NBA, elle axe sa communication sur le principe même du highlight, que, en fait, Ouais, c'est pour ça, en fait, que je dis que ça fait moins rêver les gens, une défense aussi étouffante, tu vois, c'est pas quelque chose que t'isoles sur une vidéo de 15 secondes où tu vois un shoot incroyable, un dribble hallucinant ou un truc comme ça, tu vois, moi, c'est plus dans ce sens-là que je comparais avec un Steph Curry, par exemple. ouais, je vois, ouais. En fait, j'arrive pas trop à savoir exactement à quel niveau on se situe en termes de, au niveau des fans de la ligue, à quel point les gens apprécient ou pas de regarder le Thunder jouer, parce que leur défense, effectivement, elle est absolument, elle est historique, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, bien sûr. il y a rien dans cette équipe défensivement enfin, je veux dire, c'est fou. Ce à quoi on assiste depuis 2 saisons, c'est à un niveau jamais vu. Donc Oh, c'est la défense la plus incroyable que moi j'ai jamais vue, en tout cas, ça c'est voilà. clair. Ouais. C'est clair. Et ce qui est assez fou, c'est que tu parles des Warriors de 2016. Les Warriors de 2016, il y avait une espèce de. Enfin, moi, je me souviens de cette période. J'étais fasciné par cette équipe. Je ne pouvais pas manquer Elle un était seul fascinante. match. J'étais, j'étais halluciné. En fait, chaque match, je me disais, mais c'est pas possible que Steph Curry continue à faire ce qu'il fait. Je peux pas y croire. C'est inhumain ce qu'il est en train de faire. Ouais, mais Parce c'est qu'en ça, plus, c'est, il y tu avait vois, ce côté révolutionnaire où il prenait des tirs, il faisait des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Je ouais, je suis pense d'accord. que le Thunder, il y a ce que je disais tout à l'heure dans l'intro, c'est qu'il y a une espèce de, il y a plus de normalité dans leur jeu. C'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est que des grosses défenses, on en a déjà vu. Là, c'est juste que leur défense par rapport au reste de la ligue, c'est ce que tu disais, elle est outrageusement dominante. Et derrière, il y a un Gilgeous Alexander qui est un scoreur historique sur la ligne arrière. C'est-à-dire il tutoie, enfin, c'est même pas il tutoie, c'est qu'il est avec les Michael Jordan, les Dwayne Wade, les Kobe Bryant, n'importe quel arrière que tu imagines, la meilleure saison de Luka Doncic, il est là chez Gilgeous Alexander. Ouais. Et contrairement à un joueur comme James Harden dont on parlait tout à l'heure, où le scoring était alimenté justement par ce volume élevé de tirs à 3 points et de lancers francs, Gilgeous Alexander, il a ce jeu il a un jeu à mi-distance qui est, Qui mais est fou. qui est élite, Ouais, qui est fou. élite de chez élite. Il a un jeu en pénétration qui est écœurant de facilité, avec des moves, des appuis. Oui, en NBA, oui, des fois, il ne siffle pas les marchés, mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Il dépasse pas les 5 tentatives à 3 points, mais il a augmenté son pourcentage de réussite cette saison. Il est en nette progression sur ses pull-ups à 3 points. Plus ça va, plus Gilgeous Alexander, qui était déjà outrageusement fort, et lui également, cette saison est également encore plus fort. Il y a une stat qui je trouve assez hallucinante, enfin, et autre chose à dire dans son jeu, c'est que non seulement donc il a ce jeu 3 points, mi-distance, pénétration, et il a pas son pareil pour provoquer des fautes. Alors moi j'aimerais bien qu'il soit arbitré sur ce move qu'il fait là, dont on a déjà parlé toi et moi. Le move qu'il fait où il dégage le défenseur avec son avant-bras pour faire son step back. Ça pour moi ça devrait être sifflé comme une faute offensive. Je suis désolé, moi c'est un truc qui m'insupporte que ça soit sifflé quand il se jette dans le défenseur. Je comprends pas que ça soit sifflé autre chose qu'une faute offensive. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Mais bon, c'est l'occurrence, c'est 5% de ce qui te produit sur le terrain, ça va quoi. Ouais, c'est ça, on peut pas le réduire à Il ça, y a un tout à fait. moment, tu peux pas le réduire à ça, Non. effectivement. Donc, faut pas non plus dénigrer son jeu. Ce gars-là, à plus de 32% en termes de usage rate, il ne perd quasiment jamais la balle. Ouais. Quand tu vois dans l'histoire les joueurs comme lui, qui ont le même profil que lui, qui ont le ballon dans les mains et qui prennent comment dire, qui prennent cette importance dans la création offensive, que ce soit au scoring ou à la passe, d'habitude, les joueurs ont quand même un taux de perte de balle qui est pas négligeable.
Il y en a qui sont plus ou moins bons, mais qui n'est pas négligeable. Surtout quand tu commences à taper dans les 30 points, au-dessus des 30 points en moyenne. Et ben lui, non, il est d'une propreté, mais écœurante, ce mec. Il est écœurant. C'est le bon élève par excellence, ce type. Et un truc qui me fascine dans cette équipe du Thunder, c'est que avec lui sur le terrain cette saison, ils sont à plus 19,7 en net rating, ce qui est de loin le meilleur net rating individuel en NBA actuellement pour un joueur de sa classe avec ses minutes de jeu et ainsi de suite. Sans lui, le Thunder est à plus 9,1, ce qui est l'équivalent d'une équipe qui serait sur une saison à 60 wins à l'année. Je sais pas si on se rend compte de ce que je suis en train de... Enfin, quand j'ai vu cette stat, j'hallucine en fait. C'est-à-dire que avec Shai Gilgeous-Alexander, OKC, c'est une équipe quasiment injouable, et sans lui, c'est une équipe, qu'il soit sur le banc ou qu'il ne joue pas, sans lui, le Thunder est une équipe qui fait partie, quoi qu'il arrive, des meilleures équipes de la ligue. Et ça, franchement, c'est quand même hallucinant. Et c'est là où je me dis, effectivement, demain, tu me dis qu'il remporte. Il y a un mec du futur qui arrive et qui me dit ah putain, ils ont gagné 75 matchs ou 74 matchs dans la saison. Je dis bah ouais, ok, je te crois à 200%. Ça m'étonne absolument pas en fait. Et Bah ça, ouais. je trouve ça génial que tout ça se passe dans le plus grand des calmes. Je trouve ça fascinant. Et Shai Gilgeous-Alexander, il a 27 ans, hein, le mec, hein, il rentre dans Mais son prime, exactement, quoi. il rentre dans son prime. C'est fou, c'est C'est complètement n'importe fou. quoi. Et là, s'il continue comme ça, il est tout à fait capable de nous claquer une saison en 50, 40, 90 à plus de 30 points de moyenne. Enfin, c'est hallucinant. Alors, moi, j'ai vu passer plusieurs articles dans des médias qui se demandaient si la domination de Casey était une bonne ou une mauvaise chose pour la ligue. Bon, d'abord, faut quand même pas oublier que Ça, même c'est un si... truc que tous les 96, ils se disaient la même chose. Exactement. 2016, ils disaient la même chose. Exactement. Alors déjà, faut pas oublier que même s'ils perdent plus un seul match d'ici la fin de la saison régulière, ce qui va évidemment pas arriver, ça veut en aucun cas dire pour autant qu'ils seront titrés en fin de saison. C'est ça, on le sait. Hein, c'est quand même deux univers différents. Même si aujourd'hui ils sont les immenses favoris, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un accident en play-off. Ensuite, c'est aussi ça l'histoire de la ligue. Même si globalement, entre l'ère Warriors et maintenant, on a eu beaucoup de variété dans les champions. Aucune équipe n'a été en mesure de conserver son titre depuis Golden State. Dans chaque décennie, on a vu des équipes particulièrement dominantes. Il suffit de voir ces 30-40 dernières années, que ce soit les Bulls, les Lakers, ensuite dans les années 2000, ensuite on a eu les Warriors. Enfin, voilà, en fait, quand bien même OKC parviendrait à créer une dynastie et enchaîner des titres, ce serait absolument pas les premiers à le faire, et je crois pas que ça ait jamais nui à la Ligue. Donc je pense que ça, c'est un faux débat. C'est un débat que tout le monde a tout le temps. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est comme les Warriors, on leur accusait de travestir le jeu avec tous leurs paniers à 3 points. Et quand Ouais. tu vois les paniers à 3 points de 2016 et quand tu vois le volume qui est pris aujourd'hui, je pense que les Warriors seraient classés parmi les derniers Bien de la sûr. ligue Non aujourd'hui. mais ce qui a agacé N'importe. aussi les gens, c'est que c'était toujours la même affiche en finale, tu vois, c'était aussi ça, c'était le fait que ce soit un peu toujours la même affiche en finale qui Oui, agaçait, oui. mais bon ça, en fait tu peux pas reprocher à des équipes de gagner, quoi, c'est hallucinant en fait Oui, complètement, ouais. de dire ça, mais ouais, Mais non, c'est- écoute, ouais. cette équipe, elle est folle. Et voilà, on va rappeler que cet été, cette équipe, elle possède le pic des Clippers, donc un très probable lottery pick, mais ils ont aussi le pic du Jazz s'il est au-delà du top 8, il me semble. Donc en fait, c'est même deux lottery picks qu'ils pourraient avoir entre les mains. Qu'est-ce que tu veux faire face à une gestion aussi exceptionnelle? Ces pics, ils vont pouvoir soit servir d'asset, soit plus probablement, à mes yeux, servir à mettre la main sur des jeunes qui viendront compléter la rotation à la place des joueurs soit en fin de contrat, soit sur lesquels Daigneault ne comptera pas. Bon ben voilà, l'avenir à court terme de cette équipe, à court et à moyen terme de cette équipe, il est déjà assuré. C'est remarquable. C'est l'équipe qui a le calendrier restant le plus compliqué devant elle. Oui, mais est-ce que t'es inquiet pour eux? C'est ce que j'allais dire. En fait, ils ont le calendrier le plus compliqué devant eux, mais c'est ce que je disais également tout à l'heure, c'est que tu as l'impression qu'ils se battent pas avec le reste de la ligue. C'est d'ailleurs peut-être une des questions les plus fascinantes concernant OKC aujourd'hui. C'est quelle, quelle énergie ils vont mettre à courir après ce record de victoire, potentiellement. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils vont se battre pour?
On vient de dire en même temps qu'ils ont une profondeur de banc qui leur permet, grosso modo, de jouer n'importe qui, n'importe comment, comme ils veulent, de gérer les minutes de leurs joueurs. Tout ça n'a strictement aucune importance, puisque de toute façon, ça roule, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, pour Euh, l'instant, effectivement, ils n'ont pas eu un calendrier très compliqué. N'empêche que quand ils ont croisé les Lakers, par exemple, ils leur ont mis 30 points dans la tronche, tu vois. Bon, Ah non, mais pas trop de problèmes, quoi. aujourd'hui, il y a un seul joueur qui a plus de 30 minutes, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Il a 33 minutes par match. Tous les autres sont en dessous des 30. Ouais, et il est incroyablement bien géré. Et t'as Le 1, nombre de 2, matchs où il joue 3, pas le 4, quatrième 5, quart-temps. 6, 7, 8. 8 joueurs en dessous de Shai Gilgeous qui sont entre 29 et 23 minutes de jeu. Caruso, il est à 18,8, autant dire qu'il est mis au frigo. En attendant les playoffs, on essaye de pas on n'a pas besoin de le faire jouer plus que ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même fascinant ce qui se passe, quoi. Et pourtant, je te dis, j'ai l'impression qu'il y a pas un désamour, parce que ça serait trop fort de dire ça, mais ce n'est pas une équipe qui excite les foules. Alors, est-ce que c'est la nouvelle façon est-ce que c'est le nouveau discours de la NBA? Est-ce que c'est une nouvelle façon de vivre la NBA? Est-ce que parce que c'est les favoris à un niveau tellement écœurant que tu as envie, et ça c'est très français, c'est très dans l'âme des fans, c'est envie de soutenir le petit pousset plutôt que l'ogre qui détruit tout le monde. Mais et pourtant cette équipe elle est jeune, c'est que des gamins qui jouent un basket ultra léché, qui ont une discipline de fer, qui se donnent tous les soirs, qui se battent les uns avec les autres. Enfin, je veux dire, il y a un esprit collectif dans cette histoire qui est assez fou. Et d'ailleurs, la prochaine draft, je me demande vraiment ce qui va se passer, ce que va faire Sam Presti, qui il va sélectionner. Est-ce que des joueurs qui vont être pris potentiellement très très haut vont accepter. Enfin, tu vois, si tu es tout en haut tout en haut de la draft, potentiellement, tu peux arriver avec l'ambition de te dire bon bah je vais avoir des ballons et tout ça, et non, tu te retrouves role player au Thunder, derrière Shai Gilgeous, derrière Holmgren, derrière Jalen Williams et ainsi de suite, derrière une équipe qui a gagné des titres sans toi et où tu n'es qu'un maillon de la chaîne. Je me demande si tout ça, ça va être des histoires ou pas d'histoires du tout, si tout ça va être accepté, comment ils vont drafter les joueurs, est-ce que ça va être un, ah, tu vois, comment ils vont prendre des décisions? Tiens, plutôt tel joueur ou plutôt tel joueur parce que niveau mentalité, ça, c'est beaucoup plus adapté à ce qu'on veut faire. Il y a tellement de questions fascinantes avec cette équipe, mais tu as tout à fait raison, Charlie. C'est une équipe qui non seulement est idéalement bâtie pour gagner, pour être la première équipe à gagner 2 titres consécutifs depuis un bon moment, mais au-delà de ça, c'est une équipe qui, aujourd'hui, dans la configuration de ce qui est devenu la NBA, avec les principes de salary cap, avec la valeur que représentent les pics de draft, avec la difficulté qui est de trouver un franchise player, et en Gilgeous-Alexander, ils ont récupéré un joueur qui est qui va être dans les livres d'histoire. Oui, oui, bien sûr. Et ça, c'est pareil. En fait, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut. Fallait quand même se lever tôt le matin pour dire en 2019, quand ils font le transfert pour Paul George et tout ça, que Shai Gilgeous-Alexander, à coup sûr, ça va devenir ce joueur-là. C'était pas certain. Pour le coup, Kawhi Leonard, lui, c'était une certitude. Il venait de gagner le titre avec Toronto et tout le monde voulait Kawhi Leonard. Ouais, non, mais bien sûr, non, non, mais c'est clair, hein, c'est clair. Après, en fait, toutes les questions que tu poses, ce qui est terrible, c'est que c'est des questions qui sont logiques, mais en même temps, avec ce qu'a montré OKC, ce qu'a montré Sam Presti, enfin, en fait, toutes les décisions que ces mecs-là prennent depuis quelques années sont les bonnes, quoi. Oui, et ça accompagne l'évolution de la ligue. C'est ça qui me fascine, en fait. Et Sam Presti, très rapidement, il a identifié le fait de faire une collection de pics de draft comme étant. Bah, tu vois, tu parlais des pics du Jazz. Il y a un pic des Sixers aussi, parce qu'ils ont transféré, ils ont récupéré Al Horford quand Al Horford a fait une saison aux Sixers qui a été catastrophique. Et il a passé une saison au KC, bah, c'était aussi en échange d'un pic. En fait, ils se sont greffés dans un nombre incalculable de deals où tu avais toujours le nom du Thunder qui apparaissait. Ah, il y a un deal entre telle équipe et telle équipe, et OKC récupère tel contrat merdique, mais il récupère aussi des pics. Et à chaque fois, il venait faire le tampon d'équipes qui étaient en train d'essayer de se démener pour construire une équipe le plus rapidement possible.
Et aujourd'hui, Sam Presti, t'as l'impression qu'il a pris un élan formidable et que tout d'un coup, au triple saut, il a mis 8 mètres à tout le monde, quoi. Ah ouais, non, c'est le mastermind absolu. Et c'est fou, et c'est fou. Et tout à l'heure, on parlait de James Harden et du transfert malheureux de James Harden, où Dieu sait qu'il s'est fait taper sur les doigts pour ce transfert. Oh que Et, oui. et ce que je trouve assez rigolo, je sais pas s'il a déjà répondu à des questions à ça. Tiens, je suis jamais tombé sur des interviews. Peut-être qu'il y a des fans du Thunder qui pourraient éclairer ma lanterne là-dessus. Envoyez-moi un message sur YouTube ou sur les réseaux si vous avez le temps et l'envie. Mais j'arrive pas à me dire qu'il n'y a pas un côté revanchard du style. Là, je me suis fait avoir, j'ai merdé, j'ai mal pensé le salary cap et tout ça parce que à l'époque, ils ont pas signé James Harden pour une poignée de millions de dollars, alors que la saison d'après, il y avait une montée en flèche, ce qui a permis d'ailleurs aux Warriors de signer Kevin Durant. Il y a eu cette montée en flèche du salary cap 3-4 ans plus tard, quoi. Ils auraient pu payer. Surtout qu'ils pris la décision à la con de garder Kendrick Perkins au lieu de le virer, ce gars-là. Bah, Mais c'est bon. surtout qu'en fait, le contrat qu'il s'avait proposé à Harden, tu sais, il lui avait mis un gros coup de pression, il lui avait mis un Ah ben ultimatum. oui, Ils ont non, mais fait l'offre, ils lui ont dit, t'as que quelques minutes pour nous c'est ça, répondre. ouais. Ah bon, c'est clair que c'était pas une gestion idéale. Bon, écoute, je pense que là, vu ce qui se passe à OKC, enfin, tu vois, quand on évoquera le bilan de Sam Presti le jour où il se retirera, c'est certainement pas le premier truc qu'on va évoquer, ce trade d'Harden. Ah bah là, il est en train d'effacer cette histoire on va dire Ah que ouais. c'était sa rampe de lancement, Ah quoi. mais c'est déjà effacé, il a gagné le titre, je veux dire, c'est tout quoi, tu vois. Non Oui, mais c'est vrai, voilà, tu vois, c'est déjà terminé. Ouais. il a gagné le titre, et il a construit une équipe qui, sauf imprévu, sauf, enfin, tu vois, catastrophe physique ou quoi que ce soit, est parti pour être une équipe. En fait, c'est Oui, déjà une équipe historique. mais J'allais oui, dire, et est parti pour être, c'est déjà une équipe historique. il coche toutes les cases. Il a le franchise player par excellence. Il a signé deux joueurs, les deux lieutenants, Chet Holmgren et Jalen Williams, qui sont parfaitement complémentaires avec Shai Gilgeous. Et il a derrière une espèce de hôte du Père Noël de pick de draft avec laquelle il peut faire absolument ce qu'il veut, des jeunes joueurs à plus savoir qu'en faire. C'est-à-dire qu'il peut maintenir cette espèce de structure, même quand les contrats de Jalen Williams et Holmgren vont devenir effectifs et vont compter dans le cap, et que tu auras le salaire mirobolant de Shai Gilgeous-Alexander, tout à fait mérité, se dit en passant. Même quand il y aura toutes les contraintes liées à la convention collective, avec les différents paliers, même là-dedans, il a tout à fait les moyens de s'épanouir et de s'en sortir. Parce qu'il a des armes à disposition dont quasiment aucune autre équipe, n'ayons pas peur des mots, aucune autre équipe n'est assis sur, coche l'intégralité des cases de ce qu'il faut avoir dans la NBA moderne. Et lui, il a strictement tout et en double, Ouais. quasiment. Et il y a aussi un autre truc qu'il a, et c'est C'est fou. aussi grâce à sa décision, c'est qu'il a il a un coach de fou furieux. Mais grave. Et ça, c'est aussi son choix de promouvoir Mark Daigneault quand Billy Donovan, quand ça se termine avec Billy Donovan, c'est lui qui décide de mettre en avant Mark Daigneault. Quand les premières saisons sont un peu compliquées parce que la franchise était en reconstruction, bah, jamais le sujet Mark Daigneault n'est évoqué, jamais ça devient un coach dont on veut se débarrasser. Il y a toujours eu une énorme confiance sur sa capacité à instaurer une vraie culture. Et l'équipe qu'il a aujourd'hui, Mark Daigneault, il a une vraie responsabilité dans son niveau de performance. Absolument. Et c'est Et vraiment un coach extraordinaire, hein, Mark Daigneault. voilà. Parce que non seulement il est capable de coacher une équipe qui joue le titre, mais en plus, derrière ça, il fait le taf, enfin lui et son staff font le taf pour développer les joueurs, pour développer les jeunes talents, pour identifier pareil, comment dire, le département scouting du Thunder, mais my God, quoi. Va trouver des gens plus compétents que ces gens-là. Et rappelons que Mark Daigneault n'a que 40 ans. Le jour où ce mec-là, enfin si ce mec-là fait une longue carrière, je sais pas à combien de victoires il sera, je sais pas où il sera au Mm. classement all-time des coachs, mais il risque d'être très très haut. Ouais, non, mais ça va être drôle quand en playoff, ils vont perdre contre Denver. Je pense qu'on va bien rigoler. Et moi, je vais être content.
Ouais, bah, il faudra faire Ah, mieux. tu réagis pas. Il faudra faire mieux que. Non, mais je vais pas C'est dire la que seule réaction que tu as. je vais pas te dire que c'est impossible après les playoffs de l'année dernière. Maintenant, de ce que j'ai vu Non, moi mais de Denver là sur ce début de saison, je pense qu'on n'y est pas encore. Mais c'est pas impossible. Il joue sans Gordon et Christian Oui. Brown, les deux meilleurs défenseurs. Pour l'instant, moi, je trouve que le bilan, il est plutôt Et positif. tu veux que je te fasse la liste des matchs que OKC a gagné sans ses meilleurs défenseurs? Non, ne me fais pas la liste. Bon, bah voilà, parce que Lou Dort, il en a raté des matchs là cette saison aussi, tu vois. Donc. Ah ouais. Non mais Non, oui, mais complètement. mais bon voilà, c'est pour ça. Moi je t'ai dit, pour moi cette équipe, elle est pas encore championne. Je vais certainement pas tomber dans le piège de dire c'est les meilleurs, ils sont trop impressionnants, ils seront certainement champions à la fin de la saison. C'est trop tôt pour le dire. On a vu la saison dernière en playoff que tout pouvait arriver. Maintenant c'était aussi pour beaucoup de joueurs un peu une découverte de ce niveau-là. Complètement, ouais. Bon, la logique sportive, c'est qu'OKC soit champion à la fin de la saison. Maintenant, le sport n'est pas logique. Et c'est aussi pour ça que le sport est aussi fascinant. Enfin, très sincèrement, je vois pas comment ça va être possible de les arrêter. Aujourd'hui, l'an dernier, il y avait pas il y avait toujours ce manque d'expérience. Ah ouais. Et la dernière marche qui est toujours la première fois que tu franchis la dernière marche, c'est la plus compliquée. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun de ces joueurs qui redoute quoi que ce soit. Ils ont le métier, la bouteille, l'expérience, tout ce que tu veux. Je pense que ça va bien se passer pour eux. Non, puis vraiment, ils ont une rotation, mais c'est flippant. Enfin, je sais pas à combien de joueurs il va tourner en playoff, Marc Daigneault, s'il a tout son groupe, mais ça peut être très très drôle. De toute façon, moi je suis persuadé que une des valeurs les plus importantes aujourd'hui dans cette ligue, c'est plus de combiner les stars, là, toutes les équipes qui essayent de faire des stars dans tous les sens, sauf si, effectivement, comme OKC, alors pour le coup, on peut dire OKC, est-ce qu'ils ont 3 superstars? Oui et non. En tout cas, ils ont Holmgren qui est parti pour être le meilleur défenseur de la saison, Jalen Williams qui est déjà All-Star, il l'a été la saison dernière. Bon, Holmgren, pour moi, c'est pas une superstar. Hein. Non, voilà, je sais pas, ouais. En tout cas, ils ont 3 joueurs ultra complémentaires. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et ils ont les capacités d'avoir une profondeur de banc. Et c'est ce que disait Jokic d'ailleurs à la fin de la saison dernière. Et c'est ce que le front office des Nuggets a fait. C'est qu'ils sont allés en transférant Michael Porter Jr., ils ont permis à cette équipe d'avoir une profondeur de banc qui, pour le coup, maintenant que tu n'as pas Christian Brown et Aaron Gordon, se révèle être plutôt très très importante, quoi. Enfin, c'est capital d'avoir ça. Et je pense que n'importe quelle équipe aujourd'hui qui cherche à gagner un titre doit avoir une rotation, parce que les joueurs courent tellement, l'intensité défensive et offensive que tu dois avoir aujourd'hui dans la NBA moderne, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les mecs parcourent un nombre incalculable de kilomètres à des intensités différentes en permanence. Mais c'est irréel l'effort que ça demande, quoi. Ouais. Donc, si t'as pas 10 gars qui sont capables de jouer, c'est ce qu'ont prouvé les Pacers. Les Pacers, l'an dernier, ils vont en finale aussi parce qu'ils sont équipés pour jouer intensément 48 minutes, quoi qu'il arrive. Ah ouais, non, mais tout à fait. C'est absolument ça. Donc voilà, on va parler de Portland. Départ encourageant de Portland. Ils avaient un petit bilan de 5 victoires, 3 défaites. Depuis, ils sont un peu retombés sur terre. Ils sont actuellement 10e de la conférence Ouest. On va souligner quand même qu'ils ont eu le calendrier, pour le coup, eux, le plus difficile de la NBA pour débuter cette saison. Ça reste la seule équipe, pour le moment, à avoir battu OKC. Je trouvais important de parler de Portland parce que l'équipe, malgré un effectif fait de pièces rapportées, et le fait que leur coach, Chauncey Billups, a dû prendre ses distances pour gérer cette affaire d'escroquerie dans laquelle il est présumé innocent, les Blazers se montrent combatifs sur le terrain malgré tout. Ils jouent à un rythme effréné, ils pressent comme des fous furieux en défense, ils sont une plaie à jouer tous les soirs pour leurs adversaires. J'adore le profil de Toumani Camara, tu le sais, on le sait, il continue sa progression. Il y a Shaedon Sharpe, qui est également un des joueurs les plus spectaculaires de la Ligue. Et puis il y a Deni Avdija, qui signe de loin sa meilleure saison en carrière, de très très loin même. C'est assez épatant ce qu'il est en train de faire. T'as l'impression qu'il a vraiment trouvé sa place dans cette équipe coachée aujourd'hui par Thiago Splitter. Charles, comment tu résumerais cette saison des Blazers pour le moment ?
C'est compliqué. Déjà, il y a eu beaucoup de blessés quand même sur ce début de saison. Hmm, Alors moi, j'aimerais déjà bien complètement. voir ce que donne ce groupe au complet. J'ai pas de grosses attentes, mais évidemment, mais je voudrais quand même bien voir. Tu l'as dit, ils ont fait un début de saison qui était vraiment encourageant. Même après 11 matchs, ils étaient encore en positif. Et pourtant, dans ce début de saison, ils ont joué beaucoup d'équipes qui leur sont supérieures. Hein, les Lakers, les Warriors, les Nuggets, OKC, Orlando, et j'en passe. Alors depuis, c'est quand même moins bien. Défensivement, tu as parlé de leur presse, quand même défensivement, c'est beaucoup plus compliqué. De mémoire, sur le début de saison, Portland, ils étaient parmi les 10 meilleurs defensive ratings de la ligue. Mais depuis la mi-novembre, ou peut-être Ouais. même un peu avant, tu vois, autour du 10-11 novembre, c'est vraiment plus du tout le cas. Alors leur défense reste très agressive sur le porteur de balle, mais ça fonctionne plus comme elle fonctionnait sur les premiers matchs. Évidemment, ils ont aussi un énorme problème, qui est le problème des pertes de balles. C'est la pire équipe de la Ligue en la matière, et par voie de conséquence, c'est évidemment l'équipe qui encaisse le plus de points sur perte de balles. Bon, c'est évidemment un élément qui s'explique aussi par le manque de vrais meneurs dans cette équipe avec toutes les blessures. Bon, je trouve pas que ça soit une équipe pénible à regarder, Portland. Ça, tu l'as dit, ça joue très vite. Oui, il y a du déchet, trop de déchets pour espérer quoi que ce soit, mais c'est normal pour une équipe qui a autant de blessés, qui doit forcément se réinventer avec le changement de coach, parce que il y a aussi cet élément-là qui rentre en compte. C'est un contexte qui est particulier. Cette équipe, elle a subi un changement de coach en tout début de saison, et je dis bien subi parce que c'est pas du tout une décision du front office de mettre Billups de côté. C'est le résultat d'une enquête qu'on a déjà mentionnée et que tu as évoquée. Bon voilà, Thiago Splitter, il n'était pas programmé pour se retrouver à ce poste-là aussitôt. Là, si j'ai bien compris, on a eu la confirmation que Billups ne reviendrait pas. Je ne sais pas du tout si le plan c'est de confirmer Splitter dans ses fonctions ou de chercher une autre solution. De toute façon, il me semble que la franchise elle est dans un processus de vente, donc on aura probablement plus de clarté sur le futur à court terme une fois que la vente sera actée. Bon, moi j'ai plutôt une bonne opinion de cette équipe. Je pense que leur bon début de saison joue là-dedans évidemment, parce que c'est notamment à ce moment-là que j'ai pris du plaisir à les voir jouer. Il faut quand même reconnaître que ces dernières semaines c'est moins un plaisir, c'est même plus compliqué. Moi, il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord avec toi, c'est Toumani Camara. Moi, Toumani Camara, je trouve que il est en demi-teinte par rapport aux attentes qui sont nées de son niveau de performance la saison dernière. Je trouve que défensivement, il est beaucoup moins dominant et beaucoup moins impressionnant qu'il ne l'était l'année dernière. Offensivement, je pense qu'il a un rôle qui est trop important, qui est aussi certainement dû aux absences. Hein. Je pense qu'il Tout paye à le fait, prix c'est des ça, ouais. absences. Et même Complètement. défensivement, hein. Défensivement, il est souvent amené à défendre sur des profils petits et véloces, et c'est pas nécessairement l'idéal pour lui, même si il a suffisamment de mobilité et de longueur pour le faire. Mais Il y a plus de déchets parce qu'il a plus de responsabilités je pense, il n'est t'es pas forcément prêt à avoir ce type de responsabilité. offensivement, ouais, mais défensivement, moi, je trouve qu'on est... Moi, en tout cas, je retrouve pas le mec tellement dominant de la saison dernière, qui était All Defensive Team sans aucun problème, etc. Moi, là, pour l'instant, je reste un peu sur ma faim à ce niveau-là. Donc bon, voilà, ça va peut-être venir. Tu l'as dit, c'est que sa troisième saison, il a quoi? Il a 24, 25 ans, Toumani Camara. Il y a pas de problème et il y a pas de, il y a 25 ans, ouais. voilà. Donc, ça devrait revenir. Mais écoute, ouais, non, cette équipe, Avidja, je le trouve vraiment très impressionnant. Bon, j'aimerais bien voir ce groupe au complet pour voir ce que ça donne. J'aimerais aussi savoir si Thiago Splitter il va être installé, est-ce qu'il va être confirmé dans ses fonctions, ou est-ce que à terme ils vont chercher une autre solution, parce que autant je trouve qu'il est très courageux sur certaines prises de décision et il crée des choses qui sont intéressantes, autant parfois j'ai un tout petit peu le sentiment qu'il est un peu dépassé par la situation. Donc à voir. Mais ouais, non, Portland, début de saison, c'était vraiment très impressionnant. Depuis, c'est moins bien. Et offensivement, c'est quand même pas... C'est pas le bonheur, quoi. Non, non, alors, je parle pas du Blazers parce qu'ils font une saison extraordinaire, mais c'est sûr que c'est une équipe, comme je l'ai dit, qui est faite de pièces rapportées un peu à droite à gauche en se mêlant de certains deals voilà, ils ont récupéré le contrat de Drew Holiday.
y a plein de joueurs comme ça qui sont dans cet effectif aujourd'hui, qui sont des joueurs qui débarquent d'ailleurs, quoi. Ouais. Et, Deni Avdia, pour le coup, enfin, je sais pas, moi je m'attendais pas à le voir faire une saison comme ça, et aujourd'hui il est clairement favori pour la meilleure progression de l'année, même si j'aime pas c'est un des trophées que j'aime le moins, parce que j'ai jamais trouvé ça clair de comment et qui exactement doit avoir ce trophée. Mais là, pour le coup, Deni Avdia, s'il y a un joueur qui est assez clair pour moi, à mes yeux, c'est bien lui, quoi. Les stats qu'il a aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, tout à fait. Et je trouve que c'est une équipe euh, qui ne démérite pas. Qui Oui, ne ça, je suis démérite d'accord. pas Ouais, tout à fait. sur le terrain. Et qui, malgré les absences, tout à l'heure tu parlais du fait qu'il y a une chute défensive depuis la mi-novembre. La mi-novembre, c'est parce que Drew Holiday, il se blesse et il revient, il est absent depuis. Scoot Anderson, qui était un mec quand il est entré en NBA, on était limite en train de le dire épaule contre Wembanyama. Eh ben mon Dieu. C'est surtout lui qui le disait, ça. Ouais, et il a totalement disparu des radars, et aujourd'hui on attend qu'il fasse ses débuts cette saison. Et ben j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. J'ai hâte de voir ce que Joe Cronin, le general manager, peut garder, peut sortir de cette équipe, et ce qu'il va transférer Robert Williams, est-ce qu'il va transférer Jeremy Grant, qui est un joueur avec les fans ont une relation un peu étrange avec lui. Il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui trouvent qu'il est trop payé, qu'il sert à rien, qu'il n'a pas la production qu'il mérite par rapport à son salaire. Il y a plein de décisions à prendre dans cette équipe, mais je trouve que il y a quelques promesses. Voilà, Shaedon Sharpe, je trouve que c'est un très bon joueur. Toumani Camara, je veux croire que c'est parce que aujourd'hui il a des responsabilités qui sont pas taillées par rapport à ce qu'il est comme joueur. Moi, je pense que c'est un role player, Toumani Camara, et aujourd'hui on lui demande de trop en faire. Et il rechigne pas à la tâche. Non, c'est Et clair. ça, c'est tout à son honneur. Mais voilà. Et puis, tu me parlais l'autre fois de Sidi Sissoko, il est là, ça Ouais. joue, ça fait des choses. Jorgensen qui a été titularisé Alors, la nuit justement, dernière, ça me fait délirer. j'allais te Le demander, joueur- est-ce que tu es dans le train Yang Hansen? mais bien sûr que je suis dans le train Jorgensen. Tout gars un peu pâteau qui a une vision du jeu hors du commun, ça me plaît. Donc voilà. Mais voilà, Donovan Klingan, c'est pareil, joueur intéressant. Enfin, je sais pas. Comme tu dis, cette équipe est en train d'être vendue. Faut pas oublier qu'il y a aussi Damian Lillard qui sera de retour logiquement à un moment ou à un autre la saison prochaine, pas avant. J'ai hâte. J'ai tellement hâte de revoir Damien Lillard avec ce maillot. Ouais. Non, mais Et en vraiment, même hein. temps, c'est trop bizarre parce que fait cette équipe? Où va cette équipe? C'est quoi le projet? Et comme tu l'as très bien dit, comme elle est en phase de vente, tout peut changer. Le front Ouais, c'est ça. office peut changer. On le sait, on le sait. Quand le propriétaire change, il va imposer probablement ses équipes. Qui va survivre à ce passage, enfin, à ce changement de régime? On verra bien. Mais, mais je trouve ça important de parler de ces équipes qui sont un peu le cul entre deux chaises comme ça. Et tu as des joueurs qui essayent malgré tout de se démener et de faire carrière dans la NBA, ce qui est une chose extrêmement compliquée à faire. Et voilà, et je voulais juste dire bravo à Dani Avdia, Shaedon Sharpe, très très bon joueur. Camara, je continue à croire en lui. Et puis voilà, et puis let's go Sissoko, quoi. Ouais, mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui se bat, et rien que ça les met très au-dessus d'autres équipes dont je ne citerai pas le nom, Oui, non mais mais qui sont aussi à complètement, l'ouest. complètement. C'est tellement frustrant de voir des équipes qui sont là à faire des efforts à demi écrémé là, Ouais, t'es là, mais vas-y les gars, putain, c'est bon quoi. il y a des équipes, vraiment, t'as l'impression que les joueurs n'en ont rien à péter de Ouais, ce qui vous va se voulez qu'on passer. arrête le match au troisième quart-temps, c'est bon, vous rentrez chez vous parce que vous avez Voilà, et ça, manifestement c'est pas pas du tout envie le d'être cas là avec quoi. Portland, et ça fait plaisir. Exactement, ouais. Et qui sait, il y a peut-être des transferts que les Blazers vont faire qui auront des conséquences sur la saison à venir. Parce que je te dis, que ce soit Scoot Anderson, il peut être transféré, il est dans les rumeurs en tout cas, Drew Holiday aussi, Jeremy Grant aussi, Robert Williams aussi. Tout ça, c'est des joueurs où des contenders peuvent se laisser convaincre que c'est potentiellement un joueur dont ils vont avoir besoin pour passer un palier, pour combler un manque
un manque dans leur saison, je sais pas. Regarde Waouh. Cleveland aujourd'hui dans la merde dans laquelle il se trouve. Est-ce que ça va durer ou pas? Je sais pas, mais Je c'est vais te dire, s'il y a potentiellement un une. contender qui est prêt à récupérer les plus de 30 millions de Joe Holiday sur 3 ans à venir, là, waouh, bon courage, hein. Ah ben c'est sûr et certain, Et mais j'adore Drew, hein, mais le problème, c'est son contrat, quoi. c'est sûr et certain. Mais je ne sous-estimerai, je ne sous-estimerai, pardon, jamais une équipe désespérée. C'est vrai, non mais tu as raison, tu as tout à fait raison. Et C'est l'histoire de la ligue. parce que franchement, t'as quelques équipes là, c'est quand même hardcore quoi. Cleveland là, la chute, Et Avdia, elle est ouf. Avdia dont on parlait, c'est horrible. Avdia dont on parlait, le contrat là, Hmm. c'est un délire son contrat. Ouais. Jusqu'en 2028, dégressif, 14 millions, 13 millions, 11 millions. Et Ça- t'as vu ses stats à ce gars-là, mais c'est ah ouais, n'importe quoi. sur le dernier mailbag, il y avait une question sur les meilleurs contrats de la ligue, le sien en fait partie. Et puis il a pas un peu augmenté sa production. Il est passé d'un statut de joueur bien, tu vois, un joueur qui peut sortir du banc ou un titulaire, un cinquième homme dans ton 5 majeur, un mec qui est bon, qui sait faire plein de choses. Et là, tout d'un coup, c'est un titulaire incontestable qui a une production proche d'une star, d'un All-Star, quoi, Ouais, bien sûr. très C'est clair. clairement. Et d'ailleurs, je te dis, moi, je me gratte la tête quand je vois les Wizards. C'est un peu un contre son camp quand même pour les Wizards qui n'ont pas su garder ce gars-là. C'est pas comme s'ils ils avaient pas, enfin, je sais pas, ils étaient pas en mesure de faire l'impasse sur un joueur comme ça, quoi, je trouve. C'est vraiment de la connerie de pas avoir su garder un talent comme ça, je trouve. Ah ouais, bah ce serait pas la première connerie des Wizards, hein, mais effectivement, oui, Ouais, je suis d'accord avec toi. ouais. J'ai Ouais, envie de croire que les ils ont pas Wizards dû peuvent croire en son développement, surtout, je tourner pense. l'histoire, mais bon, Je je pense sais pas. qu'ils ont pas dû croire qu'ils se développeraient à ce point, je pense. Oui, enfin, pareil, tu vois, voir Denis Avdia tourner en 25 7-6, bon, on va mettre une pièce là-dessus, quoi. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. On va terminer le podcast avec Keyonte George, qui a été drafté en 16e position de la draft 2023. Euh, il a une carrière en dents de scie, Keyonte George, depuis qu'il est rentré dans la ligue. Sa saison de rookie était assez prometteuse. La suivante a été décevante. D'ailleurs, ça s'est terminé avec pas mal de temps passé sur le banc et une sérieuse mise au point avec son coach Will Hardy. En fait, Keontae George, pourquoi je voulais parler de lui aujourd'hui, c'est que je trouve que c'est un profil hyper intéressant du joueur qui, quand il était au lycée et après à l'université, c'était une star incontestée. C'est des joueurs qui arrivent avec un talent où ils ont jamais été remis en question en fait dans leur talent. Et quand tu arrives en NBA, tout d'un coup, tu as un espèce de retour assez brutal à la réalité. Will Hardy a d'ailleurs confié qu'il a eu des discussions, une discussion extrêmement franche et directe avec le meneur à la fin de la saison dernière en disant bah écoute gars, ta lucidité défensive notamment elle est nulle, je peux pas te jouer puisque tu comprends rien de ce qui se passe, tu suis pas les schémas défensifs que je demande, donc je peux pas te mettre sur le terrain. Et George, au lieu de se vexer, au lieu de le prendre mal, lui, pareil, il en a parlé. Il y avait un article passionnant sur The Athletic où Keontae George parle justement du fait que ça lui a ouvert les yeux et que depuis lors, il a beaucoup bossé, non pas forcément sur ses capacités, mais il a bossé quoi? Il a bossé sur son mental avec le psychologue de l'équipe, le docteur Ronald Kimmons. Il est allé rendre visite à Lauri Markkanen à l'intersaison en Finlande pour essayer de créer un lien avec l'autre joueur majeur de l'équipe en se disant bah, on va essayer de construire notre alchimie tous les deux avec l'objectif de faire une bonne saison l'année prochaine. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve que voilà un jeune joueur qui cherche à se donner les moyens de réussir. Alors, est-ce qu'il va y parvenir? J'en sais rien. Si tu regardes son efficacité offensive aujourd'hui, c'est pas ça passe pas bien. Si tu regardes les stats avancées, son impact, elle est négative. C'est un peu naze, quoi. Donc, il est loin du compte. Et pourtant, quand il parle, il dit voilà, mon but, c'est de devenir All-Star, c'est d'essayer de faire en sorte que mon équipe, on soit une équipe qui gagne des matchs, qui fasse les playoffs et ainsi de suite.
Et j'aime bien cette mentalité, Charlie, et c'est pour ça que je voulais parler de lui, parce que je trouve que c'est encourageant. Et encore une fois, je ne sais pas s'il va réussir, mais je trouve qu'il a la bonne mentalité, ce jeune joueur. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il montre des choses qui sont, même si effectivement en termes d'efficacité, etc., c'est vraiment pas incroyable. Je trouve qu'il montre des choses intéressantes. Euh, Installé en tant que meneur titulaire là par Will Hardy, et je trouve qu'en tout cas, il se montre un peu à la hauteur Ouais, de la confiance qui lui est donnée. Alors, il a des stats qui sont très corrects hein, pour un joueur de 22 ans dans sa troisième saison NBA. On sait très bien à quel point la troisième saison NBA, c'est quelque chose de très important. Les deux premières, c'est surtout de l'apprentissage. La troisième, c'est vraiment l'année où tu dois montrer que tu as ta place dans la ligue. tout à fait. Et alors oui, c'est pas un bon shooter à 3 points, mais il a quand même des atouts. Ce mec-là, il a une finition au cercle qui est vraiment très solide. Il est capable de scorer malgré des bonnes défenses. Il a un bon toucher de balle. Moi, je trouve qu'il a fait du progrès à mi-distance, notamment. À mi-distance, c'est assez sérieux. Alors, je sais que les fans de Carrément. stats avancées estiment que le mi-distance, c'est horrible et qu'il faut absolument le gommer. On vient Moi, de je trouve, parler de Shai Alexander, voilà, c'est qui est ça. absolument le king absolu Ouais, de l'exercice, même. ouais, et puis moi je suis fan des Lakers, tu vois, donc les Ouais, ouais. Lakers en termes de mi-distance cette saison, attention, il y a du client. Moi quand c'est maîtrisé, je vois pas de problème. Il a un flotteur qui commence aussi à être assez fiable. Alors dans sa distribution, il est en progrès. Il est notamment assez à l'aise pour trouver ses coéquipiers qui coupent vers le panier, ce qui est quand même le modèle offensif privilégié par Will Hardy. Alors oui, il a tendance à trop perdre le ballon, il a encore des vrais trous d'air, il est perfectible, hein. Bah là, il nous a sorti un match contre Houston il y a une grosse semaine, mais catastrophique. Ouais. 0 points, 2 passes, 8 balles perdues, mais voilà, c'est encore un joueur qui est en apprentissage, c'est pas grave. En plus, il est pas dans une équipe où il y a une obligation de résultat immédiate. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en plus, ces dernières semaines, autour du Jazz, il y a quand même eu beaucoup d'insiders qui disaient que finalement ils avaient plutôt envie de renforcer l'équipe, qu'ils étaient un peu moins chauds pour trader parce qu'on a quand même beaucoup dit c'est que dans cette équipe que Lauri Markkanen serait tradé. Là ces dernières semaines, il y a eu plutôt des rumeurs sur on veut renforcer l'équipe autour de Lauri Markkanen. Ils ont été beaucoup cités sur le marché, sur des profils comme Lamelo Ball, Ja Morant, Trae Young. Bah, là, avec l'émergence de Keyonte George, ça change un peu la donne et honnêtement, je pense que ça peut éviter à Utah de faire un trade qui potentiellement pourrait leur apporter Hmm. plus de problèmes que de solutions à moyen terme. Ouais. Donc écoute, ouais, c'est une troisième saison qui est intéressante et moi j'ai un peu envie de voir son développement et je trouve qu'en tout cas en termes de mentalité, comme tu l'as dit, ça donne envie de voir la suite et ça donne un peu envie ça donne un peu envie de cheer pour lui, tu vois, de lui souhaiter de réussir à s'inscrire dans l'avenir de cette franchise, d'avoir un rôle important parce qu'il a la bonne mentalité pour ça. Et, vite fait, breaking news, Sham Charania annonce 2 à 4 semaines pour Franz Wagner. Ah cool, Ouais, c'est cool, ouais, bonne ah nouvelle. c'est trop cool, ah ça fait plaisir. Très très bonne nouvelle, c'est Ouais. cool. Mais ouais, non, mais Keontae George, en fait, tu vois, je sais pas si c'est parce qu'il y a une ribambelle de têtes de lard. C'est même pas des têtes de lard, c'est des enfants pourri gâtés là dans cette ligue. Enfin, on va pas citer de nom parce que j'ai pas envie de rentrer dans des polémiques stériles. Mais voir un jeune joueur comme lui qui n'est pas sur enfin, qui galère, mais qui essaye de se donner les moyens de réussir et qu'on a quelque chose à faire, tu vois, qui Ouais, prend ouais, tout ça à très fait. au sérieux et qui s'investit personnellement, humainement, sportivement, je Ouais, puis trouve qui se ça braque pas, quoi, qui se braque pas quand on lui exactement. fait des, tu vois. Qui est capable de se remettre en question et de se dire, OK, ce que je fais, ça fonctionne pas. Ce que j'ai connu toute ma vie, bah, c'est plus ce qu'il faut, ce sur quoi il faut que je me repose. Il faut que je sache évoluer et il faut que sois capable de changer les choses pour m'accrocher à l'NBA, quoi. Et voilà. Et moi, je sais pas ce que ça va donner Keontae George dans sa carrière, mais franchement, je lui souhaite vraiment de trouver sa place et d'avoir une longue carrière. Et je vous rappelle que la carrière moyenne d'un joueur NBA, c'est 4 saisons tout mouillé, hein. Ouais. C'est la plupart des joueurs, ils font pas long feu dans cette ligue. Surtout si t'as pas de shoot à 3 points aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais j'espère vraiment qu'il va réussir parce que j'aime bien la mentalité qu'il a.
Et tout ce que j'ai pu lire le concernant, tout ce que je peux voir depuis le début de la saison, je trouve que c'est un joueur attachant. Et je voulais juste lui faire un petit clin d'œil. Ouais, non, mais je suis bien d'accord avec toi. Et effectivement, moi, je te dis, c'est tout à fait le genre de mentalité pour lequel j'ai envie de, tu vois, j'ai envie de supporter et de soutenir, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et tu sais quoi, c'est pas le genou, Franz Wagner, c'est la cheville gauche. D'accord. Bah, écoute, tant mieux, hein. Voilà, écoute Charlie, merci beaucoup Bah, merci à toi, comme toujours. C'était bien sympa. d'avoir papoté comme ça là. Ouais, c'était bien. Et puis, bah, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve vendredi matin pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite de passer une très 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 bonne semaine. Et je vous dis à vendredi. À ciao. Bye bye.